France Inter. La voix est libre. Je pense qu'on peut l'applaudir car Laetitia Gaillet a une Renault, Qu'est-ce que je suis Mégane fière. 2, achetée d'occasion. Combien de kilomètres? Elle avait 24 000 km à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, elle en a 80 000. Bref. Je l'ai achetée en Bravo. 2004. Voilà. Bravo, voici une auditrice satisfaite de sa Attention. Renault. Votre invité a quelque chose à dire? Break, 5 portes, 3 portes. 5. 5 portes. Mais pas Bon, break. voilà, on sait tout sur la voiture de Laetitia qui va revenir à son bureau à pied, À qu'on pied. retrouve à 11h pour une autre page d'information. À tout à l'heure Laetitia. Et pendant ce temps-là, on va parler de Renault parce que ce constructeur est présenté, à la différence de Peugeot, Citroën, comme un constructeur automobile qui va bien. Faut-il nuancer cet optimisme? Le succès de la Dacia ne masse-t-il pas d'autres échecs? On attend votre témoignage, vos questions sur votre Renault, votre Peugeot ou votre vélo au 01 45 24 7000 sur le site internet de France Inter, franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Nous sommes service public FI. Pendant très longtemps, les amants pour se venger pouvaient utiliser du poison, une arme blanche ou bien la petite vérole. Mais aujourd'hui, la meilleure façon de régler son compte à son ex, c'est de diffuser sur Internet un porno vengeur. Alors le porno vengeur, je suis sûr que la chose vous est familière, même si ce nom résonne de manière un peu exotique. Un porno vengeur, c'est un film reprenant les moments choisis de vos ébats, une coutume ignorée par Madame de Staël, mais aujourd'hui très à la mode, tellement à la mode, que l'État de Californie est en train de pondre une loi pour interdire les pornos vengeurs. Et cette loi pour interdire les pornos vengeurs est la preuve nécessaire et suffisante du caractère profondément évolué de notre civilisation. Les Sumériens, les Étrusques et même les Égyptiens n'ont jamais pensé un instant interdire les pornos vengeurs. Le roi Salomon a même pu, sans encombre, diffuser son cantique des cantiques. Eh bien tout cela c'est du passé. La loi californienne est claire. Vous pouvez tout faire avec votre futur ex devant une caméra pourvu que vous ne le diffusiez pas après votre rupture. Je sais, le désarroi vous gagne, vous qui apprenez que vous n'avez pas le droit de diffuser votre porno vengeur. Mais il ne sera pas dit que la mer efface sur le sable le pas des amants désunis. Eh bien non, rouvrons le débat sur nos ébats, conservons le film de nos passions et utilisons-le. Faites l'amour, pas la guerre, disait-on jadis, mais heureusement, grâce au porno vengeur, les choses vont changer. Faire l'amour, ce sera faire la guerre. Alors autant être franc avec vous, quand je regarde une Renault Laguna ou une Renault Mégane, même celle de Laetitia Gaillet, je ressens tout plein de choses, mais pas beaucoup d'émotions. Rien, en tout cas, qui ressemble à ce que suscitait en moi la R8 Major de mon grand-père ou la R16 TL de mon oncle. Souvenez-vous quand vous disiez que les filles c'est nul. Quand vous disiez que vous n'achèteriez jamais de mobile. Quand vous pensiez ne jamais avoir besoin d'un ordinateur. Souvenez-vous quand vous lui promettiez de ne jamais en aimer une autre. Quand vous juriez de ne jamais vous couper les cheveux. Quand vous disiez ne pas vouloir d'enfant. Souvenez-vous quand vous disiez que Renault, ce n'était pas pour vous. Nouvelle Renault Mégane. Il est temps de changer. Renault est devenu un constructeur comme les autres à la peine dans un marché automobile européen abonné à la baisse des ventes. S'agit-il d'une fatalité? Non mais les gars, je vais encore avoir des problèmes avec les Allemands, moi. Non, parce que la Renault Limited, c'est DAS, voiture. Dérégulateur, limiteur de vitesse, dit climatisation, DAS, aide au parking arrière, grosse liste d'équipements. Là, les Allemands, ils vont se demander... Warum? Ça. Warum? Ich bin désolé pour nos amis allemands, mais en ce moment, c'est la French Touch chez Renault. La touche est française, ça. Dis donc, ils ont du flegme les Anglais, mais là, va droit au clash, hein. Il fallait y penser. I'm sorry pour nos amis anglais, mais en ce moment, c'est la French Touch chez Renault.
Et dans la seconde partie de l'émission Le Grand Bazar, vous entendrez un reportage exceptionnel. Notre reporter Antoine Ly a accompagné Françoise-Marie Santucci au défilé Chanel, l'occasion de visiter les coulisses de la mode, un rendez-vous en partenariat avec le quotidien Libération. Et pour fêter ça, on écoute la mère Chanel, Coco Chanel. Moi, j'ai une très très belle clientèle. C'est la seule chose dont je suis vraiment fière. Je suis persuadée qu'il n'y a pas une maison en France qui possède une clientèle comme la mienne. Du monde entier, vous comprenez? Ce qu'il y a de mieux dans le monde entier, je ne rougis pas de le dire, c'est beaucoup de toupette de le dire avec cette assurance, mais c'est la vérité. Je crois que tout ce qui s'habille à peu près bien dans le monde s'habille ici. Il y a peu de maisons, comprenez-vous, où les femmes viennent d'Amérique pour se commander leur robe, ne veulent rien en entendre parler. Elles veulent se reposer, elles ont fait une cure, elles ne veulent pas entendre parler de sortir de soir, non, elles viennent pour commander leur robe. Elles savent s'habiller. Très bien. La mode, les voitures, tout ce qu'on aime. Et en attendant, voici les modes et les démodes de Renault. Service public, Guillaume Erner. Et puisqu'il s'agit de voitures, il est des nôtres, Alexandre Lazerge, notre homme objet, qui d'habitude est là le mercredi, qui est toujours journaliste à GQ. Salut Alexandre. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À côté de vous, Tommaso Pardi. Bonjour Tommaso. Bonjour à tous. Vous êtes chargé de recherche en sociologie au CNRS, à l'IDHE, à l'ENS de Cachan. Ça fait beaucoup de sigles. Mais vous êtes surtout, je vais donner un autre sigle, le directeur adjoint du GERPISA. Le GERPISA, c'est l'un des très rares centres qui travaille sur l'industrie automobile, à la fois sur les modèles construits par l'industrie automobile, mais aussi par les salariés, évidemment. Et on vous entendra tout à l'heure pour que vous nous donniez votre sentiment sur l'évolution de Renault, sur l'évolution des constructeurs automobiles, puisqu'on l'a légèrement entendu, Tommaso Pardi, vous êtes italien, et il sera notamment intéressant de faire une comparaison entre Renault et Fiat. Et puis, enfin, l'homme par qui le scandale arrive, Benjamin Cuc, bonjour. Bonjour, Benjamin monsieur. Cuc, vous êtes journaliste et vous publiez le livre noir de Renault aux éditions First. Pourquoi fallait-il un livre noir pour Renault? Pourquoi plus un livre noir pour Renault, ce constructeur généraliste, plutôt que pour Opel et Ford, par exemple, deux autres constructeurs qui ne vont pas si bien que cela? Déjà parce que, comme disait Louis Renault lui-même, Renault c'est la France. La France ne va pas très bien et le laboratoire social qui a été Renault pendant 70 ans depuis la libération se dégrade et se dégrade de jour en jour. Chaque semaine, chaque mois, il n'y a pas un jour où Renault ne fait pas l'objet d'une actualité. Pas pour ses nouveaux modèles, mais pour un scandale. Celui de la calamiteuse affaire des espions, celui du salaire du patron, celui des suicides, celui du régulateur de vitesse. Une succession, une litanie de scandales qui se succèdent, qui n'a jamais touché aucun autre constructeur. Sans compter évidemment les questions de désindustrialisation, de fermeture d'usines, on en reparlera tout à l'heure. Néanmoins, si je voulais être cynique, Benjamin Cuc, je vous dirais que du point de vue de la France, Renault va mal, mais du point de vue de Renault, les choses vont bien, puisqu'on n'a jamais vu autant de Dacia sur les routes. Le 4x4 de Renault Dacia, le Duster, est partout dans nos campagnes. Autrement dit, contrairement à Opel et à Ford, qui ont par exemple de gros problèmes de vente, eh bien Renault se porte bien. Pas exactement. Déjà, Renault se porte pas si bien que ça, puisque la production du nombre d'automobiles a baissé de 2% cette année. L'objectif de Carlos Ghosn, quand il est arrivé à la tête de Renault en 2005, c'était de porter à 3 millions de voitures. On en est à 2,3 millions. Donc on peut parler d'un relatif échec, parce qu'il manque le contrat n'a pas été honoré. Son bilan social est catastrophique. On produisait 1,3 million de voitures en France en 2005. On n'en produit plus que 450 000 en 2012. Son bilan industriel est discutable. Il a investi 4 milliards d'euros entre 2008 et 2012 pour fabriquer ces voitures électriques, un projet auquel il croyait vraiment. Ça se vend pas, ça n'a pas d'autonomie, ça roule pas, personne n'en veut. Et là, il vient demander 20 millions d'euros, c'est-à-dire des cacahuètes, à l'Union européenne pour financer une voiture hybride. Ce que vous trouvez mesquin? Je trouve c'est mesquin. Et puis en plus, Toyota contrôle la voiture hybride parfaitement depuis une quinzaine d'années. Ils en ont fabriqué presque 6 millions. Ils auraient dû se réveiller avant. Et dernièrement, le point de vue commercial de Renault. Aujourd'hui, la gamme Renault, c'est quoi? C'est Clio, Kangoo, Twingo et Mégane.
Il n'y a plus de voiture haut de gamme. La voiture dont rêvait Carlos Ghosn, c'était la Laguna 3. Elle devait tout casser. Il était venu... Donc une grande voiture familiale, une grande voiture familiale, une grande routière. Elle devait rivaliser avec les BMW, les Audi, les Mercedes, l'excellence allemande, comme on dit. Il en a vendu 300 000. Peut-être parce que les Français sont dévots, comme disait mon général, et qu'ils n'ont pas été capables de voir que la Laguna 3 Alexandre Lazerge était finalement largement au niveau par rapport aux Allemandes. C'est vrai qu'elle n'était pas extraordinairement confortable, cette voiture. Mais bon, en tout cas, c'est une voiture moyenne. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je reviens sur ce que vous avez dit. Sur le haut de gamme, il y a quand même cette latitude. Alors, c'est une grande voiture à 3 volumes qui fait à peu près la taille d'une Mercedes classe E. Et en tout cas, ce qui est intéressant avec cette voiture, et ce qui, à mon avis, donne le ton sur l'analyse qu'on peut faire sur Renault actuellement, c'est que Renault devient un label. C'est-à-dire qu'on le colle, par exemple, il y a écrit Dacia ou Logan by Renault, c'est un label qu'on colle à une voiture, et ensuite, c'est une Samsung SM5, je crois, cette Renault Latitude, mais en tout cas, il faut expliquer qu'il y a des alliances industrielles, il y a une alliance qu'on connaît bien entre Renault et Nissan, il y en a une aussi avec Samsung, et de plus en plus, les constructeurs automobiles font des voitures rebadgées, notamment avec Samsung, et donc on peut avoir dans sa Renault un moteur Samsung, voire une plateforme, c'est-à-dire en quelque sorte un châssis, pour faire simple, Samsung. Oui, c'est exactement ça, et c'est ce que font les Américains, par exemple. Il y a toujours eu chez Ford différentes sous-marques, il y a toujours eu chez GM différentes sous-marques, il y a toujours eu chez Chrysler différentes sous-marques, et en tout cas, c'est comme ça que Renault peut actuellement être justement ce constructeur mondial. Je trouve toutefois que vous êtes allé un peu vite en besogne, Alexandre Lazerge, sur la Laguna 3, puisque le pari de Ghosn au moment du lancement de cette Laguna 3 était de faire une voiture fiable, garantie 3 ans et 100 000 km. C'était la première fois qu'un Français faisait cela. Elle venait après la Laguna 2 qui avait été accusée d'un grand nombre de problèmes de fiabilité. Voilà. À cet égard, est-ce qu'on ne peut pas dire que le pari de la qualité a été gagné par Renault, Alexandre Lazerge ? Alors, je pense que sur le plan de la qualité, globalement, les gens s'y sont retrouvés. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est que la voiture était moins confortable que la précédente, un peu moins excitante aussi en termes de ligne, et donc du coup, c'est par définition moins vendu. Et donc, si on vend moins une voiture, forcément, ça marche moins. C'est pas moins vendu, c'est une catastrophe, la Laguna 3 en termes de vente. La Laguna 1, 2,5 millions d'exemplaires. La Laguna 2, 2,2 millions d'exemplaires. C'est mieux. C'est un petit peu moins bien, mais là, c'est toujours fabriqué à Sandouville, chez nos amis du Havre. Tandis que la Laguna 3, toujours fabriquée à Sandouville, 300 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'on a fabriqué 2 millions de Laguna 3 de moins que de Laguna 2. Je veux dire, c'est une catastrophe industrielle. Dans mon livre, je dis... Le livre noir de Renault. Merci. Je dis une chose, c'est que quand l'entraîneur de l'équipe de France de football échoue piteusement en Corée ou en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit merci monsieur, on le vire. Là, quand l'entraîneur de l'équipe de France de l'automobile, c'est-à-dire le patron de Renault, échoue lamentablement, qu'est-ce qui se passe ? On l'augmente. Et combien gagne Carlos Ghosn aujourd'hui ? Il gagne 12 millions d'euros par an. Alors, il y a un écart de 4 000 entre le plus petit salaire chez Renault, c'est-à-dire celui du pauvre ouvrier marocain, dont on ouvre la nouvelle usine encore aujourd'hui. Qui gagne 450 euros par mois. 250 euros par mois. Et lui, 1 million d'euros par mois. Pour Henry Ford, l'écart, c'était de 40. Pour Carlos Ghosn, c'est de 4 000. Effectivement, on voit que la notion même de laboratoire social a, on va dire, évolué, pour utiliser un euphémisme. Tommaso Pardi, vous êtes là entre deux journalistes français qui parlent de Renault. Vous êtes un spécialiste de l'automobile et vous êtes aussi d'origine italienne. Si on essaye de comparer le rôle qu'a Renault en France, la symbolique de Renault et la symbolique de Fiat. On peut dire que dans les deux cas, on constate un divorce qui existe entre une réussite internationale, l'alliance avec Nissan pour Renault, l'alliance avec Chrysler pour Fiat, avec deux chefs qui sont d'un côté Ghosn, de l'autre côté Marchionne, et qui se ressemblent beaucoup. Sergio Marchionne, ils se veulent tous les deux être des citoyens du monde, ils ont des trajectoires assez semblables, ils sont tous les deux plutôt proches du monde de la finance, dans la manière de concevoir ces entreprises, que du monde de l'entreprise automobile, des constructeurs automobiles, qui est une industrie qui pendant très longtemps était plutôt dirigée par des hommes de l'automobile. Et donc, dans les deux cas, on voit des entreprises qui arrivent à tirer leur épingle du jeu à l'international. Et aujourd'hui, c'est très important. On sait que la croissance se trouve plutôt dans les fameux BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Mais ils réussissent beaucoup moins
à garder les compromis politiques qui existaient autrefois entre ces entreprises et leur base domestique, l'Italie et la France. Il est intéressant de comparer le rôle de ces deux entreprises. Fiat a beaucoup plus déserté la péninsule que Renault n'a déserté la France. Oui, alors il faut dire que la production française de Renault a beaucoup baissé au cours des années 2000. Il serait aussi important de rappeler que les deux entreprises jouent à fond l'Europe. Alors on peut reprocher à ces deux entreprises de jouer les délocalisations, mais il ne faut pas non plus oublier que les règles du jeu de l'élargissement européen ont créé une configuration où on n'est pas allé produire à bas coût en Roumanie, en République tchèque ou en Pologne. Ce serait presque une faute managériale tellement les avantages ont été donnés aux entreprises pour les faire. On écoute Mount Kimby Home Recording et tout de suite après, on continue à évoquer Renault au cœur de la France et les constructeurs automobiles. Service public sur France Inter autour du livre noir de Renault signé Benjamin Cuc, Alexandre Lazerge, notre homme-objet journaliste à GQ, Tommaso Pardi, chargé de recherche en sociologie, directeur adjoint du GERPISA, le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Et puis un faire-part de décès. Agnès Laléonard nous dit sur Twitter que sa 4L décapotable couleur lavande a rendu l'âme. Toutes nos condoléances, mais ça doit être réparable parce que les 4L sont toujours réparable, Agnès. Pourquoi Benjamin Cuc ?
Je voulais ajouter que la 4L, au Alexandre passage, est Lazerge. la 3e voiture la plus vendue au monde. Il y a donc la Coccinelle à plus de 21 millions, la Ford T à 20 millions et la 4L, donc notre Renault national, à... Plus que la 2 chevaux, donc. Voilà, plus que la 2 chevaux, puisqu'elle est à plus de 6 Sans millions. avoir jamais changé de carrosserie, parce qu'après il y a les Toyota Corolla qui ont beaucoup changé de carrosserie, tandis qu'en modèle unique, comme ça, la Coccinelle, la Ford T et la 4L. Benjamin Cuc, vous signez donc le livre noir de Renault. Pourquoi le livre noir de Renault et pas le livre noir de Peugeot? Quelle différence, selon vous, entre Renault qui va plutôt bien, même si vous adressez des critiques au modèle social de Renault, et Peugeot qui, là, souffre de nombreux problèmes de vente, peut-être parce que, tout simplement, la régie appartient encore un peu aux Français. L'ex-régie qui s'appelle Renault SAS maintenant, c'est la France. Ça veut dire que nous tous autour de cette table, on est un petit peu propriétaires de Renault. L'État est actionnaire. L'État est actionnaire. Et l'État est le principal actionnaire de Renault. Et il n'y a pas d'alliance entre Renault et Nissan. On appelle ça l'alliance Renault-Nissan. Mais Nissan, en fait, appartient à 46% à Renault. Et c'est Renault qui tient tout. Et nous sommes propriétaires. Tous les Français sont propriétaires un petit peu de Renault. Renault, ça fait partie de l'histoire de France. Ça veut dire que les différents ministres qui se sont succédés ont, selon vous, une responsabilité dans la manière dont Renault est géré? Ils ont une responsabilité totale. Donnez-nous un exemple. J'ai 2 exemples. Le dernier en date, c'est Arnaud Montebourg qui fait des belles incantations sur le Made in France, la bataille du Made in France. Dans son livre que j'ai lu, il y a 2 pages consacrées à Renault. Et là, il vient de confier à Monsieur Ghosn la responsabilité du programme de voitures à pilotage automatique. Monsieur Ghosn a échoué sur la voiture électrique, on lui confie un nouveau programme. Alors attendez, n'allez pas si vite en besogne, nous avons justement une auditrice au standard. Karine, bonjour Karine. Bonjour. Vous avez une Renault Zoé, autrement dit une Renault électrique. En êtes-vous satisfaite? Complètement. En fait, nous avons la voiture depuis début avril. C'est la démarche de mon mari qui souhaitait absolument avoir une voiture électrique. Moi, je l'ai laissé faire parce que les voitures, c'est pas trop mon truc. Et en fait, on est complètement satisfait de cette voiture. C'est la première fois qu'on achète une Renault aussi. Et moi, déjà, je la trouve, de mon point de vue féminin, très jolie, très confortable, avec toutes les options, tout ce qu'il faut. Et le problème de l'autonomie n'en est pas un pour nous, puisque nous pouvons faire 150 km avec, et ce qui nous suffit amplement pour les trajets quotidiens, emmener les enfants à l'école, aller au travail. Et tous les petits trajets, évidemment, c'est pas la voiture qui nous sert à partir en vacances en famille. Mais pour la vie de tous les jours, elle est parfaite. Vous nous promettez que vous ne travaillez pas pour Renault, Karine. Vous ne feriez pas ça, quand même. Non, je vous assure. Non, on vous perd, la liaison est très mauvaise. Enfin, en tout cas, on a entendu, Karine, que vous étiez satisfaite de votre voiture. On sait, Alexandre Lazerge, que Renault a lourdement investi en matière de voitures électriques. Oui, énormément. En tout cas, beaucoup d'argent. Et pour justement arriver avec un peu de retard à ce programme sur la Zoé. Alors, il y a un truc qui est assez caractéristique et que dans votre livre, justement, le livre noir qui y figurerait bien, c'est que la Zoé, qui est donc cette première voiture électrique française vraie, c'est la seule qu'on ne peut pas brancher sur une prise. Je pense que cette dame a dû aussi expliquer là aussi pourquoi on ne peut pas la brancher sur une prise. On ne peut pas la brancher sur une prise de 120 volts normale. Il faut acheter une boîte ou en tout cas un transformateur un peu rapide dans son garage, par exemple, pour brancher la voiture et louer les voitures. Voilà. Et qui coûte 800 ou 1000 euros supplémentaires. Ouais. Donc en tout cas, même si cette petite voiture est effectivement très confortable, très, très, très agréable à conduire, il y a quand même un problème de base qui est qu'on ne peut pas la brancher sur une prise. D'un autre côté, je vais me faire l'avocat de Renault, Benjamin Cuc. Effectivement, aujourd'hui, les ventes de la Twizy, de la Zoé, autrement dit des 2 modèles électriques lancés par Renault, ne sont pas, on va dire, des raz-de-marée. Néanmoins, on peut se dire que c'est bien d'être présent sur ce marché, d'être présent en tant que pionnier, et que Renault investit pour son avenir. Oui, ils ont investi 4 milliards d'euros. Ils ont beaucoup investi pour leur avenir. Ils ont beaucoup investi pour 150 km d'autonomie grand maximum. Moi, j'ai fait des tours de périph' avec, c'est plutôt 120 km. Ça fait peur. Déjà, on a peur quand on est dedans de tomber en rade. Parce que généralement, quand vous êtes en voiture, à 120 km, quand il vous reste 120 km d'autonomie, vous vous dites « Ah, faut que je refasse le plein ». Là, vous partez avec le plein à 120 km. Et pour revenir sur la responsabilité de l'État, le second exemple dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Christine Lagarde. Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances, qui autorise la délocalisation en Turquie de la production de la Clio 4. La Clio 4, la Clio, c'est la voiture préférée des Français. Elle était fabriquée en France. Elle reste aujourd'hui la voiture préférée des Français. Préférée des Français.
Elle est délocalisée en Turquie. C'est-à-dire qu'elle est délocalisée dans des conditions sociales, de dumping social pire que la Roumanie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est préférable d'acheter une Dacia, déjà parce qu'elle est moins chère, la Sandero. 7 000 € de moins qu'une Clio. Elle a le même moteur qui est fabriqué en France pour être envoyé après en Turquie ou en Roumanie. Et les conditions sociales de travail chez Dacia Roumanie, à Pitesti, sont meilleures qu'en Turquie, où les salaires sont plus bas. Ils ne bénéficient pas des réglementations européennes en matière sociale. Effectivement, vous racontez dans votre livre, Benjamin Cuc, que dans les livres noirs de Renault, qu'il y a des délocalisations en cascade, qu'aujourd'hui, donc, Renault produit au Maroc avec des ouvriers payés 250 € par mois et une usine qui a été en grande partie financée par l'État marocain qui a fait donc en quelque sorte du dumping social. Tommaso Pardi, dans ces conditions, c'est quand même difficile de qualifier Renault de laboratoire social. Alors, sur les dossiers de Dacia, moi je ne suis pas trop d'accord avec Benjamin Cuc parce que il faut bien comprendre que cette marque a été développée de rien, c'est pas une délocalisation. C'est une marque roumaine qui a été rachetée par Renault sous la gestion de Louis Schweitzer pour développer un nouveau produit qui a connu un extraordinaire succès et qui aujourd'hui contribue largement au maintien des parts des marchés des Renault, des bons résultats. Et en plus, ce qu'on a découvert avec Dacia, c'est une profitabilité d'aller low cost qui était absolument insoupçonnée avant. C'est-à-dire que Renault gagne autant sur un Dacia que Volkswagen le fait sur des modèles des moyens et haut de gamme. Donc, il y a là une innovation majeure qu'il faut mettre au crédit des Renault. Alors après, lorsque Renault décide d'aller investir à Tanger, on peut se poser la question, effectivement, de l'actionnaire État et de savoir un chapitre sur cette question-là. Parce que, en même Comment temps, l'État italien se comporte-t-il avec Fiat ? C'est un peu plus compliqué parce que vous savez bien que d'un côté, l'État italien est très affaibli. Je pense que vous savez bien comment les choses se passent en Italie en ces moments et donc il n'y a pas un pouvoir politique fort pour imposer à Fiat une stratégie ou une politique. Et en même temps, Fiat, c'est une entreprise très, 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 très puissante en Italie. Donc je pense que la comparaison est difficile à faire. Mais sous les volets Tanger... Tanger, autrement dit, l'usine que Renault a construite, qui va lancer 2 lignes de fabrication et qui en quelque sorte déshabille Sandouville, qui est l'usine historique de Renault. Tout à fait. Alors, d'un côté, moi je pense qu'il n'y a pas de cannibalisation entre les produits Logan, les produits Dacia, les produits Sandero, qui sont des produits qui sont positionnés beaucoup bas. Benjamin Cuc, vous n'avez pas l'air du tout d'être d'accord. Ah, pas du tout, non, mais écoutez, aujourd'hui, le revenu médian des Français, c'est 1 800 €. Vous avez le choix entre une Sandero à 12 000 € toute option, qui consomme 3 fois rien, qui est une voiture remarquable, et la même en Clio à 19 000 €. Je pense que il n'empêche, Benjamin Cuc, que c'est la Clio qui reste la voiture préférée des Français. Donc vous pouvez trouver à titre personnel qu'il vaut mieux acheter une Sandero. C'est la Clio qui, elle, demeure en tête du hit parade. Oui, mais à terme, la vocation de Renault, c'est quoi ? C'est de fabriquer des voitures, d'être une grande nation industrielle. Moi, je pense justement qu'à terme, Renault devrait être un label. On a entendu en début d'émission Qu'est-ce que c'est un label ? Un label, c'est juste qu'il y a un nom, c'est une griffe. Et donc, il y a le groupe Renault-Nissan. Et au sein de ce groupe, il y a plusieurs entités. Et la preuve, vous le dites dans votre livre, Nissan va créer Datsun. Donc, ils vont aussi créer des sous-labels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un groupe industriel et à chaque fois, on va y coller un nom. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans l'industrie horlogère ou dans l'industrie du vêtement. Et donc, Renault peut, par exemple, si on part la même base que cette Dacia, eh ben, du coup, la Clio sera mieux lotie, mieux dotée, plus jolie, etc. Gérard, sur le site, nous dit « La réalité contredit avec force les propos de M. Cuc. Renault, contrairement à la majorité de ses concurrents, Peugeot, Fiat, Opel, se porte bien. C'est vrai que la Laguna ne se vend pas bien, mais c'est le fait de tous les modèles similaires chez les autres constructeurs. » Benjamin Cuc. C'est faux parce que la C5 de Citroën, qui est un modèle tricorps, on ne voulait plus de la berline tricorps, en 3 ans de temps, Citroën en a vendu près de 600 000. C'est-à-dire le double de Laguna 3.
Mais enfin, est-ce que vous n'avez pas un tropisme pour les constructeurs allemands? Parce qu'on sait que Volkswagen est l'un des constructeurs généralistes qui se porte bien. Et je sens chez Gérard, notre auditeur, le soupçon Benjamin Cuc que finalement ces critiques adressées à la marque aux losanges vont profiter à des constructeurs allemands. Pas du tout. Moi, je suis pour que la France soit une grande nation industrielle, et une grande nation industrielle de l'automobile. Si vous voulez, Ford fabrique 50% de ses voitures aux États-Unis pour son marché américain parce qu'il considère que c'est pas intéressant de délocaliser ailleurs. Mais... C'est intéressant ce que vous aviez dit quand vous citiez la nouvelle Citroën C5 et en tout cas tout le bouleversement du design qui a eu lieu chez Citroën avec maintenant, encore une fois, une division en trois. Si on prend le groupe PSA, il y a Peugeot, mais ça ne leur permet pas d'avoir de meilleurs résultats, Alexandre Lazerge. Ils en vendent mieux et en tout cas, elles sont un peu plus glorifiantes. On connaît les problèmes. Gratifiantes. C'est-à-dire, plus Peugeot et Citroën produisent de bonnes voitures, moins les ventes suivent. Alors, les ventes en France, en tout cas, et en Europe, sont malheureusement pour l'instant en baisse. Mais il y a tout le reste de la planète. C'est une des raisons pour lesquelles ils produisent ailleurs. Et la différence, c'est que Renault s'est mondialisé plus rapidement que Peugeot. Mais par contre, Peugeot est beaucoup plus présent sur le marché chinois que Renault. Renault en Asie, c'est inexistant. Renault en Amérique du Nord, c'est inexistant. Ils ont disparu en 4 ans. Comment Renault, c'est inexistant avec Nissan ? Avec Nissan, oui, mais il n'y a pas de voitures qui sont estampillées Renault. Mais le groupe Renault est très présent. Et là, il faut porter au crédit de Carlos Ghosn, malgré tout ce que l'on pense du personnage et ses 12 millions d'euros par an, d'avoir réussi cette fusion entre Renault et Nissan, qui a été un merveilleux succès, alors que personne n'y croyait. Oui, sauf que Nissan était déjà, avant Carlos Ghosn, Nissan était un très gros constructeur. Mais au bord de la faillite. Non, ça, c'était lié à des problèmes structurels au Japon. C'est ce qui n'est pas rien, des problèmes structurels pour un constructeur automobile. C'est des problèmes structurels au Japon, oui, c'est pas rien. Et en tout cas, Carlos Ghosn s'est fait toute sa réputation sur justement les licenciements en masse chez Nissan. Sauf que ces licenciements, exactement, on a mis au crédit quelqu'un qui a fracturé 20 000 emplois en 2 mois. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé pour Nissan, c'est qu'on a mis, Carlos Ghosn a été chargé du sale boulot, disons-le clairement, parce qu'aucun Japonais n'acceptait de le faire. Il s'est chargé lui-même du sale boulot. On va changer de trajectoire avec BAMS et tout de suite après, on revient sur la route avec Renault. Vos questions sur franceinter.fr ou sur le compte Twitter de l'émission Service Public FI. Escalator de Roissy-Charles de Gaulle, une femme titube en perte de contrôle, des mètres cubes d'eau jaillissent de ses yeux. Elle a tout perdu au jeu de rôle. Depuis le départ, fait comme on dit, petite fille douce, grandit sans jamais l'ouvrir, se dit qu'ainsi ira au paradis. Dans les files d'attente, elle ne double pas, rend les briquets. Elle a toujours un ticket, pas de zèle. Ça pourrait lui couper les ailes, ça la ravage. Elle veut goûter au réel. Dans ce monde virtuel, elle ne se sent plus assez forte. C'est une feuille morte. Engagée sur un terrain qui n'est pas fait pour moi. Faut que je m'échappe, j'ouvre la soupape. Engluée dans des codes qui ne sont pas à moi. Faut que je me barre, change mon trajectoire. Engagée sur un terrain qui n'est pas fait pour moi. Faut que je m'échappe, j'ouvre la soupape. Engluée dans des codes qui ne sont pas à moi. Faut que je me barre, change mon trajectoire. À son daron qui aime sa fille, au bras d'un bon avocat. Claquer la porte à son amour de fac, à qui elle insufflait, toi et moi on pourra. Alors maintenant c'est demain, son esprit est loin. Ce dont elle se souvient, c'est de la mélodie du refrain. Elle se casse d'ici, ses châssis ont fait le tour. Rester c'est l'inertie, elle sait qu'ici plus rien ne bouge. Sur un terrain qui n'est pas fait pour moi. Faut que je m'échappe, j'ouvre la soupape. Engluée dans des codes qui ne sont pas à moi. Faut que je me barre, change mon trajectoire.
Service public sur France Inter, débat autour du livre noir de Renault signé Benjamin Cuc en compagnie d'Alexandre Lazerge et du sociologue Tommaso Pardi. Et Jean-Claude nous pose une question. Si les Renault étaient plus fiables, ne se vendraient-elles pas plus ? Alexandre Lazerge, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Renault sont fiables ? Ah oui, elles sont quand même fiables. Déjà, elles sont garanties 3 ans. Et puis, globalement, maintenant, avec les nouvelles technologies qu'il y a, toute l'allumage électronique et tout, on peut dire que ce sont des voitures parfaitement à la page. La seule chose qu'on n'a pas encore tout à fait technologiquement chez les Renault, ce sont des boîtes à double embrayage. Il n'y en a que très peu, il y en a que des sur 2 modèles. Double embrayage qui permettent donc de changer les vitesses, consommer c'est un type moins de boîte d'essence. automatique. Alors les Renault sont fiables, sauf celle de Messin, car celle-ci a une Modus dont la direction, dit-elle, fait ce qu'elle veut quand elle veut. Benjamin Cuc, vous êtes d'accord avec ce constat finalement plutôt optimiste d'Alexandre Lazerge sur la fiabilité des Renault ? Ah oui, c'est très fiable, c'est une très bonne voiture les Renault. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est quand même une bonne qualité, vous qui avez écrit le livre noir mais des je Renault. trouve que c'est de très bonne qualité et j'aime Renault, j'en ai moi-même eu 3. J'ai une Twingo 1 qui a été fabriquée à Flins, qui a été un des plus gros succès de Renault parce qu'ils en ont fabriqué 2,5 millions en 15 ans. Et après, ils ont fabriqué la Twingo 2, qui a été quand même un semi-échec, parce qu'on arrive visiblement à 800 000 exemplaires, alors que c'était vraiment encore une voiture décidée par Carlos Ghosn. Vraiment, cette voiture, ça allait être la voiture mondiale. La Twingo 1, c'est moche, c'est pour les filles, c'est pour tout le monde. Mais il a fait un choix, Carlos Ghosn, en l'occurrence, qui était de mettre un capot, par exemple, exprès. Et donc, c'est un choix de direction qui consiste à changer le design d'une voiture pour essayer d'en vendre Bien davantage. sûr. Et est-ce que l'actionnaire ne devrait pas, à un moment, se poser la question, est-ce que ne devrait pas changer de direction de Renault ? Nous avons Arnaud au standard. Bonjour Arnaud, vous nous appelez de Lille, nous vous écoutons. Bonjour, moi ma question est, j'ai une question et quelques petites remarques. La question c'est pourquoi est-ce que Renault ne se recentre pas en termes de fiabilité ? Là on parle de fiabilité avec une garantie de 3 ans. Mais moi j'ai plein d'amis, à partir de 6 ans, il y a des bips de partout, il y a des témoins qui signalent des dysfonctionnements sur le plan électronique. Donc c'est quand même gênant. C'est vrai que c'est garanti 3 ans, mais à partir de 6 ans, c'est là où on a les soucis. Et pourquoi Renault ne recentre-t-il pas son activité autour de voitures plus basiques, comme les Dacia finalement ? Parce que moi j'ai acheté une Dacia parce qu'elle c'était fiable, c'était simple. Il y avait très peu de gadgets, on va dire, qui pour ma part me semblent totalement inutiles. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs de Dacia qui sont dans cette optique-là. Évidemment. Et d'ailleurs, elle est régulièrement en tête des hit-parades fiabilité. Merci Arnaud. Au travers de la remarque d'Arnaud, Tommaso Pardi, on voit qu'il y a peut-être une obligation pour certains constructeurs, dont Renault, de faire le deuil sur le haut de gamme, puisque les dernières expériences en matière de haut de gamme, notamment évidemment la Velsatis, qui devait être donc l'emblème de Renault dans le haut de gamme, ont été des flops commerciaux. Alors, il y a un espèce de tropisme qui existe aujourd'hui en France, selon lesquels les sauvetages de l'industrie française passeraient forcément par remonter en gamme. Alors, ce que nous constatons sur la base des évolutions, par exemple, des nombres des mois, des salaires moyens nécessaires pour acheter une voiture, on constate qu'en France, il fallait 8 mois au début des années 80 pour s'acheter une voiture moyenne neuve. Il en fait un peu moins que 12 aujourd'hui. Donc, il y a un déplacement global de l'ensemble de l'offre automobile vers des véhicules plus chers, plus équipés, plus performants. On s'en rend compte d'ailleurs, puisque aujourd'hui une Clio vaut 18 000 €, c'est-à-dire plus de 100 000 francs pour une voiture qui est une voiture moyenne petite. Tout à fait, mais c'est une petite qui a tout d'un grand. C'est cette idée-là qu'il faut la équiper. Publicité qui nous dit Bien ça. entendu, mais quand vous voyez les équipements et les efforts qu'ont fait les constructeurs pour habiller ces voitures, c'est parce qu'ils vont chercher qui est les clients moyens, qui est l'acheteur moyen d'une voiture neuve en France aujourd'hui et en Europe. C'est quelqu'un qui a 53, 54 ans, c'est quelqu'un qui appartient en classe supérieure. Donc, la Dacia a permis à Renault de redécouvrir des clients qui depuis des années roulaient un véhicule d'occasion avec 200 000 km au compteur. Et c'est ça, à mon avis, cette redécouverte de la voiture populaire et l'effet d'aller... Alors, il y a un problème aujourd'hui, c'est la compétitivité des Allemands. On sait très bien que les Allemands vont très bien. Alors, pourquoi aller chercher... Les Allemands vont très bien, et les Français Dacia, en tout cas, vont bien aussi, puisque Morgane nous dit qu'il y a beaucoup de Duster, autrement dit le 4x4 de Renault en Lozère. Et ça, c'est quand même une grande réussite, Benjamin Cuc, même si, effectivement, il faut peut-être que Renault, aujourd'hui, en tout cas, fasse le deuil du haut de gamme. Oui, ça, c'est certain, parce que le prochain haut de gamme, ça va être un haut de gamme fabriqué par Mercedes, badgé Renault. C'est plutôt bien, ça. Oui, mais est-ce que, franchement...
C'est-à-dire, expliquez-nous, Alexandre Lazerge. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des partenariats entre Renault et Mercedes pour certains modèles, autant pour la Smart, qui va avoir ce moteur à l'arrière et qui sera partagé avec la Twingo, que pour ce que vous expliquez dans votre livre très bien, des voitures de plus grande taille. D'accord, je veux bien, mais objectivement, quelqu'un qui a 60 ou 70 000 euros à mettre dans une voiture, qu'est-ce qu'il va acheter? Une Mercedes ou une Renault? Je pense que, naturellement, il va s'orienter vers ce Mercedes. Mais pour en revenir au 4x4, la stratégie de Renault sur les 4x4, en 86, Renault était propriétaire d'une petite marque de 4x4 vaguement connue qui s'appelle Jeep. Elle l'a bazardée pour des clopinettes à Chrysler. C'est le passé. Non, mais c'est le passé, sauf que le passé à cette époque-là, le conseiller de Raymond Lévy, président de Renault, c'était Louis Schweitzer. Et Louis Schweitzer, dans ses mémoires, il écrit « Oui, je pense que j'ai manqué de clairvoyance. J'ai conseillé au président Lévy de vendre Chrysler. On aurait dû garder. » Au moins, assume-t-il. Mais en tout cas, les principaux choix stratégiques qui ont été faits en matière d'alliance avec Nissan permettent aujourd'hui à Renault d'être une marque très largement internationalisée. Et ça, c'est une différence, par exemple, avec Fiat Tommaso Pardi, puisque la grande force de Fiat, c'est aujourd'hui, là aussi, une voiture qui est une petite voiture, la Fiat 500, et c'est, on va dire, le principal moteur de la croissance de la Fiat. Oui, Fiat a sauvé les meubles avec la 500. Je pense que vous êtes un peu injuste avec Louis Schweitzer, avec les produits des Renault, parce que c'est vrai qu'il a eu des échecs retentissants, la Vantage, la Velsatis. Mais il y a eu aussi des succès incroyables. La Twingo que vous avez nommée, la Scénic, la Mégane. Renault est un constructeur innovant. Et être un constructeur innovant, ça veut dire prendre des risques. Ça veut dire s'est trompé sur des modèles, s'est trompé gravement sur des modèles. Par exemple, aussi, l'Avantime, qui était le premier coupé monospace et qui, effectivement, a été un flop commercial, mais qui, aujourd'hui, vit sa vie en collection. Nous avons un autre auditeur au standard, Wilfried, qui nous appelle de Haute-Loire. Bonjour, Wilfried. Oui, bonjour et merci pour la qualité de votre émission. Concernant les emplois en France, sur le sol français, moi je suis pas d'accord avec vos interlocuteurs. Je pense que Renault pourrait développer des modèles de haut de gamme. Je crois que j'ai entendu parler qu'il y aurait prochainement peut-être la marque Alpine, parce que je pense que Renault n'utilise pas du tout ses succès en Formule 1 avec la marque, avec Red Bull, l'écurie Red Bull. Et puis deuxièmement, je comprends pas du tout pourquoi Renault n'a pas pris l'option du moteur hybride et avoir choisi le tout électrique, même s'il y a des voitures actuellement qui se vendent. Je pense que c'est une erreur. On voit que Toyota l'a réussi, Honda aussi, et Volkswagen s'y met. On a des techniciens, on a des ingénieurs de qualité, on pourrait faire une excellence de moteur, aussi bien explosion, essence, diesel, et puis aussi avoir des moteurs hybrides. Merci beaucoup Wilfried pour ces deux questions. Première question, Alexandre Lazerge, pourquoi Renault ne profite-t-il pas de ses succès en Formule 1 ? La marque Alpine, les berlinettes, la 110, tout cela a disparu, ça va renaître, c'est bien. Alors c'est prévu pour renaître justement avec un partenariat, encore une fois, avec un autre constructeur qui est un constructeur anglais qui est Caterham, qui fabrique des copies de petites Lotus 7, comme on voyait dans Le Prisonnier, en tout cas des petites voitures de sport, et c'est avec ce partenariat-là que Renault pourra relancer Alpine. Et ça, je trouve ça, encore une fois, relativement intéressant. C'est intéressant, sauf que les gens, pareil, là, la question qui se pose, Renault, c'est un constructeur de voitures populaires. L'Alpine, c'est une voiture mythique pour les gens qui n'ont pas les moyens de se la payer. Objectivement, il n'y a aucun mépris dans mon propos. Mais vous prenez 60 000 euros, une voiture de luxe. C'est-à-dire, on entre L'Alpine ne va pas être vendue 60 000 euros. Quand ils ont lancé... 50-60. Quand ils ont lancé, après la 110, qui était la berlinette, qui était une petite voiture intelligente qui avait été inventée par Monsieur Redélé. Qui était un concessionnaire Renault. Qui était un concessionnaire Renault au Havre. Ils ont lancé après la 310, la V6 GT, tout ça, qui se voulait être la concurrente de la Porsche 911. Mais c'était une plaisanterie. Objectivement, c'était une plaisanterie. Il n'empêche que... Ils ont vendu 600 Alpine à 610 quand Porsche vend 100 000 Porsche 911. Aujourd'hui, les développements, Alexandre Lazerge, en hybride notamment, on va donc voir des hybrides Renault. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ces futurs modèles ? Pour l'instant, c'est surtout l'électrique qui est la principale source de recherche de Renault. Et alors en hybride, oui, ils sont obligés de s'y mettre parce qu'ils voient que tout le monde est en train de faire des efforts sur ce plan-là. Même BMW, qui va présenter bientôt, ou qui a présenté à Francfort la i3, ça sera un petit véhicule hybride. Sous la technologie hybride, quand même, il faudrait dire aussi que moteur hybride, c'est un drôle des créatures, parce que vous avez deux moteurs qui
donc coûte très cher. Donc faire une voiture populaire hybride, c'est extrêmement compliqué. Et donc, évidemment, ça va poser alors de que lourds problèmes de la voiture développement. électrique pourrait être une voiture populaire. Toyota le maîtrise déjà. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Benjamin Cuc, qui ouvre le débat, le livre noir de Renault. Et maintenant, une autre spécialité française, la mode. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar de service public. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Service public, le Grand Bazar. La Fashion Week s'est achevée la semaine dernière. Notre spécialiste mode Françoise-Marie Santucci, journaliste également à Libération, a évidemment couvert l'événement. Et pour cette occasion, elle a initié le petit Antoine Ly à la mode. Et pour ce baptême, Françoise-Marie a emmené Antoine au Grand Palais à Paris pour le défilé Chanel. C'était mardi dernier. Karl Lagerfeld y présentait sa collection prêt-à-porter printemps-été 2014. Une découverte qui a commencé côté backstage, autrement dit côté coulisses. Françoise-Marie Santucci a ainsi pu donner tous les codes de la mode à Antoine Ly. Ouais, Françoise-Marie, salut, c'est Antoine. Oui, bonjour Antoine. Dis-moi, je t'appelais pour demain, pour le reportage sur le défilé. Ok. Il faut venir habillé d'une façon particulière ou peu importe? Oh, non, c'est pas... Non, D'accord. Il n'y a pas du tout de snobisme par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a des gens qui sont extrêmement bien, overdressed, comme on dit, les rédactrices de mode qui sont fait un défilé à elles toutes seules. Nous ne sommes pas là pour ça. Eh ben, écoute, à demain alors. Ok, à demain. Salut. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue au défilé Chanel. Alors là, on est dans la partie qu'on peut appeler backstage. Là, c'est la salle du backstage, l'immense tente en fait est divisée en deux. D'un côté, il y a tout ce qui est maquillage et coiffure, et l'autre partie où nous sommes maintenant qui est entièrement remplie est la partie de l'habillage proprement dit. Mais alors là, par exemple, un monsieur vient de passer en disant first look. Ça veut dire que tout le monde doit maintenant être habillé. Les mannequins se changent. En fait, elles viennent se changer et en vitesse, c'est un peu comme le changement de roue d'une voiture lors d'un Grand Prix de Formule 1. Il faut aller très 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 vite. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'habilleuses autour d'elles. Là, c'est rempli de belles femmes qui vont se changer. Moi, j'ai le droit d'être là? Là, vous êtes dans un lieu professionnel et il y a une désexualisation des corps. Enfin, les gens sont là pour travailler. Les photographes ou les reporters comme nous sont là pour travailler. Donc, la nudité qui s'expose n'est pas... Il n'y a pas d'enjeu. Vous êtes en train de me dire que je dois rester professionnel et le pro doit... Je vous vois rougir. Le professionnel doit l'emporter sur l'homme. Voilà, exactement. Donc c'est à ce moment-là, Antoine, que vous avez envie de rester là. Mais nous allons justement sortir. Vous êtes cruel. Bonjour. Alors sur la droite, ça c'est la table du piqueur. Il maquille tous les yeux en fait. Qui est Peter? Peter Phillips, c'est le responsable de tout le make-up, comme on dit, c'est-à-dire tout le maquillage et la beauté du défilé Chanel. Voilà. Comment ça va? Bien, et toi? Donc là, il est en train de maquiller une jeune mannequin et lui faire des yeux très charbonneux. J'ai fait un maquillage où la base, le cadre de mon maquillage, c'est noir. Et ça, c'est le cadre de mon maquillage. Et après, j'ai rempli ça avec des roses, des jaunes, des pistaches. Et ces couleurs, on retrouve aussi dans la collection. En tout cas, c'est magnifique. Ah, merci beaucoup. Enjoy the show. Françoise-Marie, on a quitté les backstage. Maintenant, on est dans la salle où va avoir lieu le défilé. Là, il y a des caméras, des micros qui sont tendus là. Alors, on dirait qu'il y a une célébrité qui arrive. Eh bien, oui, c'est Lou Doyon. Thank you. Can I have a look down here? Last one here, please. Monsieur Gobert, Michel Gobert, qui est le sound designer, le designer sonore des défilés de Chanel, d'autres défilés aussi. Michel Gobert, vous nous réservez quoi pour ce défilé? Est-ce que j'ai le droit de le dire avant? Oui. On utilise Jay-Z Picasso Baby. Et le morceau de la fin, c'est une chose qui nous a été envoyée par Janelle Monáe. Et c'est un remix de son morceau Queen par Prince. Voilà, que personne n'a, voilà. Comment vous travaillez? Vous avez carte blanche ou c'est vraiment un travail en collaboration avec la maison Chanel? Oui, c'est une discussion avec le monsieur Lagerfeld, avec son studio. Sans Karl et sans discuter avec lui, moi je ne saurais pas quoi faire. Ça va commencer là? Ouais, c'est Dans combien de temps? d'un moment à un autre. Tout le monde s'est assis.
Les mannequins défilent une par une sur un morceau du rappeur Jay-Z. Alors là, vous avez par exemple une top modèle qui arrive avec des chaussettes. C'est assez étonnant. Ce sont des escarpins dans lesquels sont intégrées des chaussettes. Et là, nous avons une jeune femme avec une magnifique robe blanche avec des bouts comme des coups de pinceau passés dessus de toutes les couleurs multicolores, comme si on était une sorte de nuancier. Voilà, c'est la fin du défilé, tout le monde se lève. Ça continue à applaudir. Là, c'est Katy Perry qui attire les photographes. Dans un autre genre, il y a Bernadette Chirac. On va essayer de voir si on peut approcher Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, juste une question s'il vous plaît. Ça représente quoi ce rendez-vous? C'est un rendez-vous que vous ne ratez jamais? Si, ça m'arrive d'en rater, mais c'est toujours très excitant parce que les vêtements sont beaux, ils sont extrêmement bien mis en valeur dans un décor et une musique qui habille l'habillage. C'est du spectacle et de l'émotion en même temps. Ouais. Merci Vanessa Paradis. Karl est sorti là. Alors voilà, il est en train de saluer, ou plutôt Katy Perry est en train de saluer Karl Lagerfeld. C'est un peu difficile de s'approcher parce qu'il y a énormément de photographes autour d'eux. C'est là qu'il faut faire attention à ne pas prendre un coup de caméra dans la tête. Mettez-vous là-bas et puis vous irez voir Karl après. Là, il y a une collaboratrice de Chanel qui est venue nous chercher. Là-bas. Alors, Karl, bravo, c'était un très beau défilé. Quel est le point de départ? C'est une palette de couleurs, c'est ça? C'est en fait une carte colorie d'une maison de peinture célèbre. Et je trouvais ça tellement joli, tous ces tons dégradés dans la même couleur. Et puis aussi des matières insolites. Par exemple, les boutons, il y a des boutons en béton. En béton? J'aime le jeu de mots. Les boutons sont en béton. En béton, d'accord. Oui. Merci beaucoup. On se voit. Quel est l'enjeu de ces défilés pour une marque? De montrer inlassablement sa créativité et son aptitude à créer dans un monde où il y a plus en plus de création. Et pour une maison, a fortiori comme Chanel, qui est tellement connue, il ne faut jamais baisser la garde. Donc c'est pour ça qu'on a le sentiment que chaque fois, il vise un peu plus haut. Et dans votre Libé du week-end, vous retrouverez un reportage sur le lieu unique de Nantes, une rencontre avec Laurent Dubois, affineur fromager, une destination voyage, la ville de Porto. La voiture aujourd'hui était fabriquée par Alice Jacquelin, Elodie Piel, Alexia Rivière avec Stéphanie Texier à la réalisation. La musique était signée Thierry Dupin à la technique. Il y avait Jean-Noël Vélan et Maxime Anna. Demain, mercredi, une journée spéciale Malala. On évoquera le destin de ces enfants privés d'école. Juste après le flash, vous retrouverez Frédéric Lopez avec On va tous y passer. Bonne journée à tous.